Les micro-marques, phénomène de mode ou révolution, c'est ce qu'on va voir tout de suite sur Chronoflexion. Et ça rime en plus. Alors c'est quoi une micro-marque? À qui s'adresse-t-elle? Quels sont leurs avantages? Quels sont leurs inconvénients? Et quelles sont leurs perspectives d'avenir sur le marché de l'horlogerie? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce dossier. Aujourd'hui, on aborde le sujet des micro-marques. C'est un sujet extrêmement populaire en ce moment puisqu'il y a à foison de nouvelles marques qui arrivent sur le marché, 2 par semaine, d'après une étude qui a été menée par Le Point en 2020. Une question supplémentaire que j'ai envie de poser, est-ce qu'on est en train de vivre l'âge d'or des micro-marques en ce moment? C'est une vraie question, on va essayer d'y répondre. Alors pour ce qui me concerne, ma première rencontre avec une micro-marque, ça a été en 2016, avec le projet de marque communautaire qui avait été lancé par Code 41 et qui faisait participer son public au design de ses montres. D'ailleurs, ils le font toujours. Il y a une petite Code 41 ici, ma toute première, que je trouve très jolie. Et ce sont les micro-marques qui m'ont fait venir dans le secteur de l'horlogerie. J'avais que des montres à quartz. Et je rêvais d'avoir une montre mécanique. Et qui a pu me permettre de réaliser ce rêve? C'est une micro-marque. Et je voulais avoir un design intéressant, un design qui sort de l'ordinaire, qui ne ressemble pas à toutes les Rolex et Omega du marché, et surtout les montres hommage. Eh bien, Code 41 avait sorti cette montre au design futuriste. Bon, après cette courte introduction, je vais tout de suite commencer par la définition d'une micro-marque. Qu'est-ce qu'une micro-marque? Allez, j'appuie sur le bouton, c'est parti! Comment on définit les micro-marques? Alors c'est pas un exercice qui est super aisé parce que les micro-marques, c'est quand même un phénomène qui est assez récent, qui date depuis le début des années 2000 et qui a subi une véritable explosion aux alentours de 2015. Et c'est un phénomène aussi qui est en pleine évolution. Ce phénomène est tellement récent que personne ne s'est vraiment donné la peine dans le monde institutionnalisé de l'horlogerie de donner une définition à ce phénomène, à tel point que le rapport d'études de Deloitte de 2021 sur le marché de l'horlogerie suisse élude complètement la question des micro-marques pour ne parler que des marques indépendantes. Alors, une micro-marque peut être une marque indépendante, mais une marque indépendante n'est pas forcément une micro-marque, si vous voyez ce que je veux dire. Il suffit de se documenter, de lire un petit peu, et surtout d'écouter vos youtubeurs préférés, pour dénicher des éléments d'une définition. Et donc, moi, j'en ai trouvé 4 critères que je vais appeler critères déterminants. Ce sont les critères qui doivent obligatoirement être rencontrés par une marque pour être qualifiée de micro-marque. Et 4 autres critères qui sont moins déterminants, mais qui sont souvent liés au fonctionnement d'une micro-marque. Alors je commence tout de suite. Le premier critère, c'est l'indépendance. Si votre marque appartient à un conglomérat, à un grand groupe, eh bien ce n'est plus une micro-marque. Conglomérat, grand groupe, micro-marque, petit groupe, petit nombre de personnes. Une personne propriétaire en général de la marque ou un petit groupe de personnes avec un certain nombre de salariés. Le deuxième critère, c'est le peu de moyens financiers. Les micro-marques ont systématiquement peu de moyens financiers, peu de ressources financières, et donc elles vont souvent se tourner vers des plateformes de financement participatif pour pouvoir financer leurs nouveaux projets. Mais elles peuvent trouver leur source de financement ailleurs. Elles peuvent toujours, à l'ancienne, emprunter à la banque ou se trouver un petit groupe de financeurs. D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas des business angels pour les montres, spécifiquement pour les montres. Vous voyez, des watch angels, je ne sais pas si ça sonne très bien, non? Troisième critère déterminant, c'est le fait de produire en petite quantité. Les micro-marques produisent des montres à 1000 exemplaires, je dirais grand maximum, à 1 millier d'exemplaires, peut-être un petit peu plus, mais souvent c'est beaucoup moins. Et il n'est pas rare de voir des micro-marques produire en édition limitée de 25, 50, 100 à 1000 exemplaires maximum. On est loin par exemple d'un acteur comme Tissot qui a produit sur l'ensemble de ses collections, certes, 2 400 000 exemplaires en 2020. Vous ne verrez jamais une micro-marque produire à autant d'exemplaires. Vous voyez, on parle d'un petit groupe de personnes, peu de ressources financières, production en petit nombre. Les micro-marques, c'est tout ce qui est petit, en gros. Sinon, ce serait une macro-marque. Quatrième critère déterminant, c'est l'engagement avec les consommateurs, l'engagement avec leur base de fans. En fait, les micro-marques sont fortement impliquées avec une base de fans et c'est comme ça qu'elles arrivent à vendre d'ailleurs. Ce sont des marques qui ont émergé, qui se sont créées avec le phénomène Internet. Une micro-marque, c'est vraiment une marque qui va s'engager sur les réseaux sociaux, constituer une base de fans, qui va pouvoir ainsi communiquer beaucoup plus facilement sur ses nouvelles collections, puisqu'elle n'a pas les grands moyens des marques établies. Et ça marche très bien comme ça. Donc je répète rapidement mes 4 critères déterminants. On a l'indépendance, le peu de ressources financières, la production en petit nombre et l'engagement sur les réseaux sociaux. On en vient maintenant aux 4
critères non déterminants qui peut-être pour vous seraient des critères déterminants. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires de cette vidéo et ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je vous dis. Je ne suis pas un scientifique des micromarques, on est bien d'accord. Premier critère non déterminant, c'est le recours à l'outsourcing, au fait en fait de trouver des pièces qui vont composer la montre à l'extérieur, qui ne sont pas fabriquées par la marque elle-même, mais qui sont fabriquées par des usines tierces. Souvent, ça va être en Asie. Et si elles piochent suffisamment en Suisse, elles vont avoir le label Swiss Made. Et si elles piochent un petit peu trop en Asie, eh ben, elles n'auront pas le label Swiss Made. C'est pas toujours grave. Hein. Alors pourquoi ce n'est pas un critère déterminant pour moi? Parce qu'il y a des micromarques qui commencent à s'orienter. Il y en a d'ailleurs qui ont commencé même directement dans le domaine du luxe et qui fabriquent un certain nombre de leurs propres composants elles-mêmes, ou qui les font fabriquer par des tiers, mais qui leur sont très proches. Je vous donne un exemple très rapide, Code 41, avec sa X41, qui a commencé à produire une masse oscillante périphérique. Cette masse oscillante périphérique est dite de fabrication in-house, c'est-à-dire fabriquée maison. En fait, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils sous-traitent encore ça avec un fabricant qui est spécialisé dans la fabrication de masse oscillante. C'est quand même un mouvement qui a été fabriqué spécialement pour cette montre, pour la X41 de Code 41. Ce n'est donc pas un mécanisme de production en série. Donc, autre critère non déterminant, c'est le fait qu'elles n'ont pas de représentation officielle, elles n'ont pas de présence dans les magasins physiques. Et donc, par conséquent, comment elles vendent? Elles vendent en ligne. Voilà. Alors, pourquoi c'est un critère non déterminant? C'est parce qu'il y a certaines marques, comme Beau Bleu, qui ont commencé à avoir une présence dans des magasins physiques à Paris, comme dans les Printemps par exemple. Et selon moi, cette présence dans certains magasins, dans un nombre réduit de magasins, ne va pas entacher, ne va pas dénaturer la qualification de micromarque. Le troisième critère non déterminant, c'est le recours au financement participatif. Tout à l'heure, j'en ai parlé quand j'ai dit qu'elles avaient peu de moyens financiers, qu'elles allaient donc souvent recourir à des financements participatifs, mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne peuvent pas recourir à un autre type de financement. Tout dernier critère, c'est la qualité du service clientèle. On va remarquer ça chez la plupart des micromarques. Pourquoi? Parce que ce sont des marques émergentes, ce sont des marques qui doivent faire excessivement attention à la satisfaction de leur public au moment où elles démarrent, et donc elles vont mettre un point d'honneur à réagir très rapidement. Puis cette réactivité aussi, elle est liée au fait que tout se passe en ligne. On a une représentation en ligne, on traite toutes les demandes en ligne, par email. Je peux vous assurer que la différence, elle est notable. Quand vous avez affaire à une micromarque, la réactivité, elle est très très importante, et quand vous avez affaire à une marque plus établie, là c'est un petit peu... Voilà, vous m'avez compris. Je ne citerai personne. En revanche, il y a un bon nombre de micromarques qui ne peuvent pas assurer cette qualité-là, même sur le moyen terme. Je vais vous donner un exemple, et je vais même citer un nom d'une micromarque qui est en train de disparaître, qui s'appelle Hamtung, qui s'est faite très connaître il y a 4-5 ans à peu près, qui a été cité par plusieurs blogueurs anglophones. Et j'ai un ami qui a fait l'acquisition d'une Hamtung. Et cette montre avait une lunette rotative. Cette lunette rotative est tombée et elle s'est brisée. Et donc il a demandé au propriétaire d'Hamtung de bien vouloir lui renvoyer une lunette rotative. Le propriétaire lui répond, je vais prendre en charge tout de suite votre demande, et plus de nouvelles. Et mon ami l'a relancé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et il a fini par se lasser parce que le gars ne lui donnait plus aucune nouvelle. Et récemment, j'ai pu constater que Hamtung avait commencé à faire une campagne sur Kickstarter qui malheureusement s'est terminée en queue de poisson puisque le propriétaire a complètement disparu. Il s'est volatilisé et beaucoup de personnes qui ont commencé à contribuer au financement participatif se sont retrouvées le bec dans l'eau. Donc attention, les micromarques, ça n'est pas toujours un synonyme d'un service client de qualité. Et il faut faire attention aussi au caractère éphémère de la marque. Il n'y aurait que 2 à 3% des micromarques qui sortent aujourd'hui sur le marché qui seraient encore sur le marché dans 5 à 10 ans. Donc c'est vous dire qu'il y a un taux d'échec assez important dans cette catégorie-là. Je me suis amusé à faire un petit peu la liste de plusieurs marques qui sont réputées être des micromarques et d'identifier le moment où elles ont été créées et aussi leur pays d'origine, celui dans lequel elles se sont établies. Alors dans ma liste, il va y avoir 3 à 4 marques pour lesquelles il peut y avoir sujet à contestation. On va commencer avec Stowa, qui est une marque allemande créée en 1927. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais attends, tu nous parles de micromarques. Les micromarques, c'est un phénomène récent, ça date des années 2000. Tu nous as dit qu'il y avait une explosion en 2015, et puis maintenant, tu nous parles d'une marque qui est née en 1927. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle répond aux critères déterminants. Stowa n'a jamais appartenu à aucun grand groupe. Deuxième marque, sujette à discussion, Spinnaker. Et d'ailleurs, ce qu'on dit Spinnaker, je vais demander à Google. Comment on prononce Spinnaker en anglais? Spinnaker. Spinnaker.
Je crois que je vais garder la prononciation française. Donc Spinnaker appartient à un groupe qui s'appelle Dartmouth et Dartmouth appartient à SolarTime. Et donc Spinnaker est géré aujourd'hui par un conglomérat. Je pense aussi que ses moyens financiers sont assez importants et je pense également qu'ils produisent dans des quantités beaucoup plus importantes que les micromarques qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Mais Spinnaker est souvent identifié comme une micromarque qui répond à plusieurs des critères non déterminants. Ils outsourcent beaucoup leurs mécanismes. On va souvent retrouver du NH35 ou du Celita dans leur mécanisme. Ils ont aussi un bon échange avec les internautes. C'est plus une micromarque, mais quelque part, c'est dans le cœur des internautes, c'est une micromarque. Alors, jolie cité. J'ai oublié de vous dire que Dartmouth possède également, en plus des Spinnaker, je l'ai presque bien dit là, Aviate, Dufa et CCCP. Bon, ensuite, je me permets de prendre mon petit dossier en main. J'avais envie de vous citer William Wood, Grande-Bretagne, 1992, Ikepod, Suisse, 1994, Kurono, Japon, 1997, Formex, Suisse, 1999, Steinhardt, Allemagne, 2001, marque établie sur Internet, ils ne vendent qu'en ligne. Mais Steinhardt, aujourd'hui, j'ai l'impression, j'ai le sentiment quand même qu'ils ont quand même une très vaste collection, qui produisent un certain nombre d'exemplaires qui dépassent les exemplaires dont sont capables la plupart des micromarques aujourd'hui. Est-ce qu'ils appartiennent toujours à la catégorie des micromarques? Je ne sais pas. En tout cas, c'est également comme Spinnaker dans le cœur des internautes. Après Steinhardt, on a Triwa, que j'avais envie de citer également, qui est né en Suède en 2007, Deep Blue, qui fait des montres de plongée, comme son nom l'indique, une marque américaine, née en 2007, Live, une marque américaine également, née en 2012, Seven Friday, c'est une marque suisse, 2012, Briston, marque française, 2012, Grupo Gamma, Venturo, Singapour, 2013, Xeric, marque américaine, fondée en 2013, Perren, marque suisse, fondée en 2013, MHD, marque anglaise, fondée en 2014, Zelos, marque fondée à Singapour en 2014, Ivig, qui nous vient des Pays-Bas, fondée en 2014, William L, une bonne marque française de 2015, Straton, qui fait des superbes montres chronomètres typées automobile et qui est né en 2015, Foibos, né à Hong Kong en 2016, Boulder, né à Singapour en 2016, on se rapproche de nos jours, Dan Henry, USA 2016, Code 41 Suisse 2016, NTH, États-Unis 2016, Richard Legrand, RLG, Richard Legrand, je pensais que c'était une marque française, mais en fait c'est une marque de Singapour qui a été fondée en 2016, Advisor, Singapour 2017, Ocean Crawler, une excellente marque qui fait des super tokens super solides et très jolies, une marque fondée aux États-Unis, à New York en 2017, Baltic, superbe marque française, montante, France 2017, Beau Bleu, très belle marque française également, fondée en 2017, Laurier, excellente marque américaine fondée à New York en 2018. Il ne faudrait pas oublier non plus Trasca, fondée aux États-Unis en 2018. Et je vais en ajouter une 34e, comme ça on ne se croira pas chez le docteur. Serica, superbe marque française fondée en 2020 à Paris. À qui s'adressent les micromarques? Alors tout d'abord, les micromarques s'adressent aux passionnés, à ceux qui sont engagés sur les réseaux sociaux, qui adorent parler de montres, quoi. En fait, je pense que je fais un petit peu partie de cette cœur de cible. Les micromarques s'adressent également à ceux qui débutent une collection, qui n'ont pas envie de payer forcément très très cher. Tout le monde ne peut pas s'acheter une Rolex à 5 000, 7 000, 10 000 euros, surtout quand on a 16, 17, 18 ans et qu'on commence sa collection. En général, on préfère commencer une collection avec une montre plus abordable, une montre dans les 200, 300 euros. Et dans l'univers des micromarques, on en trouve d'excellentes déjà à ce tarif-là. Autre cœur de cible pour les micromarques, ceux qui sont price conscious, ceux qui ont conscience de la valeur des choses, ceux qui veulent acheter un objet qui reflète au plus près la valeur réelle de ses composants et de sa fabrication. Il y a enfin le collectionneur typique, celui qui va faire une collection de montres de marques plus établies, mais qui ont une certaine valeur et qui souhaiterait pouvoir voyager avec sa montre, pouvoir barouder un petit peu, bricoler. Et donc pour cela, il va s'acheter une montre dont le design ne va pas le décevoir et qui pour autant sera d'une valeur inférieure à celle des montres qu'il garde précieusement dans sa collection. Et voilà, c'est la fin de la première partie de ce dossier consacré aux micromarques. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit pouce en l'air, à faire des commentaires et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la seconde partie de ce dossier au cours de laquelle on parlera des avantages et des inconvénients que présentent les montres produites par les micromarques, mais également des perspectives d'avenir sur le marché de l'horlogerie des micromarques. Je vous garantis que ce sera intéressant et surtout que ça va lancer quelques débats. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.